Bonjour à tous et bienvenue dans cette webconférence qui se déroule à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue et nous allons tenter avec Florian, durant ces 45 minutes, de pouvoir vous aider, vous en tant qu'entreprise, pour gérer le handicap au travail. Quelques modalités pratiques avant de démarrer cette webconférence. Donc, sur le bandeau de droite, vous allez trouver une zone de chat vous permettant de poser des questions et d'interagir avec nous. Et également, au-dessus de la salle, vous allez retrouver 3 boutons qui vont vous permettre de noter d'une part la webconférence, de télécharger le support de présentation et également de nous demander de vous rappeler à l'issue de la webconférence. Sachez que sur cette présentation, nous allons dérouler, si je puis dire, notre présentation avec Florian et puis on laissera un temps d'échange à l'issue de notre webconférence pour répondre à un maximum de vos questions. Il est maintenant temps de passer aux présentations et je laisse à ce titre Florian démarrer pour se présenter. Donc effectivement, je suis infirmier du travail en priorité et aussi donc responsable donc du département prévention santé au travail pour Aesio Mutuelle, et j'ai aussi donc la casquette de référent handicap. Merci Florian. Et pour ma part, donc Laetitia Faure, responsable qualité de vie au travail au sein d'Aesio Mutuelle. Je suis basée sur Saint-Étienne dans la Loire et je suis également référent handicap et en charge de piloter et de coordonner la politique handicap pour notre entreprise. Quelques mots peut-être sur Aesio Mutuelle avant de démarrer. Donc, il faut savoir que nous sommes une mutuelle nouvelle, issue d'une fusion de 3 mutuelles qui est intervenue au 1er janvier 2021, donc avec la mutuelle Adrea, Apreva et EOVI MCD. Et notre objectif en tant que mutuelle, c'est bien entendu d'accompagner tout au long de la vie nos adhérents en leur proposant différentes solutions d'accompagnement global, que ce soit sur la santé, la prévoyance, l'épargne et la retraite. Ce que nous pouvons dire sur notre mutuelle, c'est que nous sommes une mutuelle de proximité avec une dimension nationale. Dimension nationale puisque nous avons 2,7 millions d'adhérents, plus de 38 000 entreprises adhérentes, 850 courtiers accrédités et également 3 500 collaborateurs qui travaillent au sein d'Aesio Mutuelle. Et puis également une mutuelle locale de proximité avec tout notre réseau d'agences, puisque nous avons plus de 300 agences réparties sur toute la France et également plus de 200 conseillers qui sont là en support auprès des chefs d'entreprise, des services ressources humaines pour mettre en place les solutions de santé, d'épargne, de retraite et de prévoyance. Voilà, les présentations étant faites, je vous propose également qu'on puisse vous connaître davantage. Pour cela, il va y avoir une ouverture d'un sondage pour mieux vous connaître et on vous laisse quelques minutes pour pouvoir y répondre et puis on reviendra par la suite sur les résultats. En attendant, peut-être quelques mots en termes de sommaire. Donc, notre webconférence va être répartie en 5 parties. La première étant consacrée au handicap en entreprise aujourd'hui, avec quelques éléments de définition et quelques chiffres. Ensuite, nous continuerons sur le volet réglementaire, ce que dit la loi en matière d'emploi de personnes handicapées. Et puis, les 3 dernières parties seront plutôt pour vous partager finalement notre expérience à travers des illustrations concrètes qui vont tourner autour de 3 parties, donc la communication et la sensibilisation, le recrutement et la marque employeur, et enfin le maintien en emploi et l'accompagnement des parcours professionnels. Voilà sur le programme de cette webconférence et je laisse tout de suite la parole à Florian pour qu'il puisse vous présenter la. Merci Laetitia. Donc, comment les entreprises gèrent-elles le handicap au travail? Alors, tout d'abord, quelques éléments de définition. Je vais commencer par simplement vous lire la définition du handicap de la loi du 11 février 2005. Donc, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Alors, l'important à retenir dans cette définition, c'est il y a beaucoup de choses importantes, mais une des choses les plus importantes, c'est l'environnement. Donc, effectivement, c'est l'environnement qui va créer ce qu'on appelle la situation de handicap. Donc, nous, employeurs, services de santé au travail, notre objectif va être de travailler sur l'environnement du travailleur handicapé. On va poursuivre donc ces éléments de définition par les 5 grandes catégories
dans lesquels on peut définir le handicap. Alors, on va observer donc une des grandes catégories, c'est le handicap moteur. Le handicap moteur, alors je vais faire le parallèle avec ce qu'on retrouve habituellement en entreprise, parce que effectivement, en France, on a 12 millions de personnes handicapées, mais sur ces 12 millions de personnes qui sont touchées par le handicap, 80% de ces personnes ont un handicap invisible. Et donc, en entreprise, on retrouve énormément de ces handicaps invisibles. Alors, donc, notamment le handicap moteur, on va retrouver par exemple des hernies discales, des tendinopathies, des choses comme ça, auxquelles on va pouvoir réajuster avec des aménagements ergonomiques. On a le handicap sensoriel, donc visuel, auditif. Là, c'est pareil, hein, on va pouvoir réaliser des aménagements typiquement sur le visuel avec des téléagrandisseurs, modifiant les lumières, etc. Donc, on va pouvoir agir aussi sur ces handicaps-là. Le handicap psychique, ou toutes les pathologies qui vont perturber en fait la personnalité du collaborateur. Donc, l'objectif, en fait, c'est de travailler avec ces personnes-là quand la pathologie est stabilisée. Ensuite, on a le handicap mental, qui réunit les déficiences intellectuelles. Donc là, c'est plus des personnes qu'on va retrouver en ESAT, en milieu protégé. Et ensuite, la cinquième grande partie, c'est les maladies invalidantes qu'on retrouve de plus en plus sur le milieu du travail, puisque les personnes se déclarent de plus en plus comme travailleurs handicapés vis-à-vis de ces maladies, où là, on va retrouver par exemple le diabète, on va retrouver l'épilepsie, on va retrouver toutes les pathologies inflammatoires chroniques, comme notamment la polyarthrite. On va poursuivre ces éléments de définition par les chiffres, les chiffres qui sont à notifier. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'en France, 12 millions de personnes étaient touchées par le handicap. Et sur ces 12 millions de personnes, effectivement, un chiffre très important, c'est 80% de handicap invisible. Ensuite, 18%. Donc 18%, c'est le taux de chômage des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que c'est un taux qui est 2 fois supérieur à la moyenne nationale, d'où l'importance de travailler sur le maintien en emploi, sur le recrutement de ces personnes en situation de handicap. Petit clin d'œil aux jeunes, donc c'est-à-dire que les 1% d'apprentis en situation de handicap, ce qui est très peu, l'objectif sur les 2 ans, c'est de doubler ce chiffre-là, de façon à ce qu'on puisse derrière réaliser ce qu'on appelle un emploi durable, c'est-à-dire que des personnes soient incluses le plus rapidement possible dans le monde du travail. On va passer ensuite au volet réglementaire. Alors rapidement, le volet réglementaire se définit en quelques dates. Donc en 1987, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc cette obligation est liée au fait que donc une entreprise de plus de 20 salariés est dans l'obligation d'avoir 6% de travailleurs handicapés dans ses effectifs. En 2005, il y a un renforcement de la loi d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, avec un principe de non-discrimination, où l'objectif est de rendre possible le projet de vie du travailleur handicapé. 2015, l'égalité du droit et des chances, où là, on va mettre l'accent sur l'accessibilité des établissements qui reçoivent du public. En 2018, il a été créé le référent handicap, donc pour les entreprises de plus de 250 salariés, l'obligation de réaliser, de mettre en place un référent handicap. Donc le référent handicap, c'est quoi? C'est plutôt qui? Parce que c'est quelqu'un qui va être le tiers de confiance, c'est quelqu'un qui va être le lien avec ces personnes, avec ces travailleurs handicapés et l'employeur au sein de l'entreprise. Donc c'est un pilote d'action, c'est un pilote de projet, c'est un ambassadeur du handicap. Le point suivant, on va parler je vous ai dit tout à l'heure, dans l'obligation d'emploi, une entreprise de plus de 20 salariés est dans l'obligation d'avoir ses 6% de travailleurs handicapés. À savoir qu'en fait, sont concernés dans cette déclaration, la DOTH, sont concernés dans cette déclaration les travailleurs qui ont une reconnaissance qualité de travailleurs handicapés, les personnes qui ont une invalidité catégorie 1, catégorie 2, les personnes qui ont un accident de travail avec une incapacité supérieure à 10%. Il y a aussi les titulaires de la carte mobilité inclusion et les personnes qui bénéficient de l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Pour comptabiliser votre pourcentage, vous devez prendre en compte les CDI, bien entendu, mais aussi vous pouvez prendre en compte les CDD et les stages d'apprentissage.
Slide suivante. Là, on observe une balance qui n'est pas forcément équilibrée et ce qui va introduire ensuite la suite pour la politique handicap. C'est-à-dire que on observe qu'entre les PME et les grands groupes, une différence en fait de culture. Pourquoi? Parce qu'un grand groupe a pu travailler donc sur sa politique RSE, a pu travailler sur sa politique santé au travail, a pu développer une politique handicap avec d'autres moyens, des moyens financiers, des moyens humains supplémentaires, alors qu'une petite ou moyenne entreprise se sera pas forcément penché sur le sujet. Et lorsqu'en fait, ils vont se poser la question de l'emploi d'une personne handicapée, du coup, peut-être avoir l'impression que c'est compliqué, et, alors que finalement non, mais voilà, il y a quand même un manque d'information et de méconnaissance des dispositifs liés à l'absence en fait peut-être de ressources RH et de politique handicap. Laetitia, je vais te laisser poursuivre justement sur la méthodologie de la mise en place d'une politique handicap. Très bien, merci Florian. Très bien, merci Florian. Peut-être revenir sur le sondage qu'on vous avait initialement demandé en démarrage de webconférence. Donc, on se rend compte que autour de la table, nous avons essentiellement des personnes issues des services ressources humaines et puis également des personnes qui sont référents handicap, qui font partie aussi des instances représentatives du personnel. Également quelques travailleurs indépendants et des dirigeants d'entreprise. Donc, merci d'être parmi nous. On va tenter de pouvoir répondre à vos questions tout au long de cette webconférence. Donc là, nous allons poursuivre sur la méthodologie. En effet, il est important finalement de commencer cette politique handicap par un diagnostic. Sachez que l'AGFIP propose un outil qui est gratuit à destination de toute entreprise. Ça s'appelle le diagnostic action et ça permet finalement d'avoir une vision claire de sa situation du handicap dans sa propre organisation, de pouvoir se fixer finalement des objectifs et quels vont être les leviers que vous allez pouvoir mettre en place justement pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc déjà, le premier outil, c'est de pouvoir bénéficier finalement d'actions proposées par l'AGFIP et je peux que vous inciter à vous rapprocher de cet organisme. Donc la première étape, en effet, c'est de pouvoir avoir une vision claire de votre situation du handicap. Nous, au niveau d'Aisio Mutuelle, nous avons fait le choix de réaliser un diagnostic à la fois quantitatif et qualitatif. Quantitatif, puisque via des données ressources humaines, on va pouvoir avoir le profil des travailleurs handicapés dans notre structure, à savoir est-ce que c'est plutôt un homme, une femme, quel est son âge moyen, quelle est son ancienneté, quel est son niveau d'études, quelle est sa classification, son statut. Enfin voilà, on va mieux connaître finalement le profil des travailleurs handicapés et pouvoir adapter aux besoins la politique handicap au sein de sa structure. Ensuite, il est important, au-delà du diagnostic chiffré, de pouvoir mieux connaître ses collaborateurs. Et nous avons fait le choix d'un diagnostic aussi qualitatif via finalement 2 questionnaires. Un premier questionnaire destiné à l'ensemble des collaborateurs pour recueillir leur perception du handicap en entreprise, dans notre entreprise, et puis également un questionnaire à destination des travailleurs en situation de handicap chez nous, pour justement connaître également leur perception de la gestion du handicap au sein d'Aisio Mutuelle, et puis surtout, la chose importante, leurs attentes. Quelles sont leurs attentes en matière de handicap, de leur propre situation? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on serait passé à côté? Et ben, c'était l'occasion de pouvoir recueillir cette matière-là. Fort de ce questionnaire, à la fois qualitatif, quantitatif, on a décidé, nous, de créer une équipe projet, ce qu'on a appelé un comité de pilotage. Donc, selon la taille de votre structure, à vous de l'adapter. Mais nous, on a fait le choix de pouvoir se rattacher toujours au terrain. Donc, on a souhaité associer toutes les parties prenantes. Donc, nous avons des membres du comité de direction qui font partie de ce comité de pilotage. Nous avons également, je fais un clin d'œil aux élus, nous avons un membre également de la SSCT, donc la commission anciennement CHSCT sur la sécurité et des conditions de travail, qui fait partie de notre comité de pilotage. Et nous avons fait le choix de faire un appel à volontariat auprès de nos collaborateurs pour qu'ils puissent intégrer notre comité de pilotage. Donc, nous avons 4 personnes en situation de handicap. Et nous avons également 4 managers qui managent des personnes en situation de handicap dans leur équipe. Vraiment, notre logique est de se dire, on met en place des actions, mais est-ce qu'elles correspondent bien finalement au terrain, à la réalité du terrain? Une fois ce diagnostic et la gouvernance, on va dire, la gouvernance qui est validée, il va falloir aller justement sur comment déployer une politique handicap. Et vous avez différentes thématiques. Le plan de communication en fait partie.
la politique de recrutement interne et externe, les leviers en matière de formation et puis également toute la partie maintien dans l'emploi que nous allons voir dans cette webconférence. Donc, je vous propose, sans faire transition, de passer tout de suite à notre première partie qui concerne du coup toute la partie communication. Donc, en effet, sur la partie communication, sur la slide suivante, nous allons pouvoir voir qu'il est important de pouvoir communiquer à la fois en interne et également en externe. En interne, il est important d'informer tout au long de l'année vos collaborateurs, justement, pour pouvoir mettre en place ces actions. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question sur se dire comment aujourd'hui on peut finalement prendre en charge le H de RQTH. En effet, c'est important finalement, puisqu'il y a des collaborateurs qui n'ont pas connaissance qu'ils sont en situation déjà de handicap. Donc, il est important d'informer, de communiquer, de donner de l'information pour que les collaborateurs se disent « Ah oui, je suis peut-être moi-même en situation de handicap et de ce fait, eh ben, je vais prendre contact avec mon employeur. » Ça peut être aussi une peur de se déclarer. Et du coup, tout le volet communication va être essentiel et pas une seule fois dans l'année, hein, je dis bien tout au long de l'année, pour justement se dire mon employeur est ouvert justement et est là pour m'accompagner et ne va pas me freiner dans mon parcours professionnel. Donc ça, c'est le premier volet, communication. Entendu que l'externe est important. Pourquoi parce qu'aujourd'hui, si on diffuse à l'externe que votre entreprise est ouverte et est là justement en support vis-à-vis de ces personnes en situation de handicap, elles auront plus tendance à diffuser, à communiquer sur leur CV, par exemple, l'ARQTH, parce que j'ai vu un certain nombre de collaborateurs qui disaient, bah voilà, moi j'avais peur, je ne savais pas comment faire. Bah là, c'est l'occasion finalement qu'il n'ait pas de doute, de peur, de noter leur RQTH sur leur CV et de se dire, bah voilà, on va favoriser l'attractivité de l'entreprise par rapport à ces potentiels collaborateurs en situation de handicap. Sur la slide suivante, ce qu'on vous propose également, c'est de pouvoir communiquer sur quelques principes. C'est vrai qu'on a tendance à associer finalement le handicap en se disant bah, ça va être lourd, ça va nécessiter un accompagnement financier assez conséquent pour l'entreprise. Sachez que ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce sont uniquement des préjugés qu'on peut avoir sur le handicap, puisque sur les personnes en situation de handicap, il n'y aurait que 15% qui nécessitent un aménagement de poste de travail. Donc voilà, aujourd'hui, 80% de handicaps sont invisibles et ne nécessitent pas forcément une adaptation au poste de travail. Donc il faut sortir de cette logique qu'on a notée d'assistance coûteuse, plutôt pour accompagner, écouter les collaborateurs sur leur situation de handicap et de s'adapter. Également, les deuxième et troisième points sont plutôt sur ce que je viens de vous évoquer, sensibiliser régulièrement vos équipes sur les préjugés, dissiper les a priori et les craintes. Et puis le troisième volet qui est communiquer largement sur les dispositifs d'accompagnement de la personne, c'est de se dire aujourd'hui, nous en interne, on a déployé par exemple un kit handicap avec 5 fiches pratiques qui permettent finalement de poser un peu le cadre, le périmètre du handicap. Qu'est-ce que le handicap? Comment on met en place une RQTH? Quels sont les acteurs internes et externes dans l'entreprise? Voilà, assez synthétique pour déjà donner de l'information à ses collaborateurs et qu'ils ne soient pas finalement seuls face à leurs difficultés s'il y en avait. Donc voilà, d'être vraiment l'entreprise et l'employeur doit être vraiment un support, une ressource pour ces collaborateurs-là. Et vous pouvez justement vous appuyer sur une cellule d'experts, c'est ce qu'on appelle maintenant les référents handicap, hein, qui sont nécessaires dans les entreprises de plus de 250 collaborateurs. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, je sais qu'il y en a autour de cette webconférence, de pouvoir contribuer à être un relais dans les actions de communication de votre employeur. Et puis enfin, le dernier point, c'est de penser, de favoriser l'accessibilité numérique des outils des entreprises. En effet, il est important maintenant de pouvoir, en amont de chaque projet de création, par exemple, d'un outil ou d'un dispositif de formation, de penser à cette accessibilité numérique qui est juste essentielle pour que tout le monde puisse bénéficier d'une formation, de l'utilisation d'un outil, quand notamment on a des déficiences auditives ou visuelles. Voilà sur cette partie, ce que je vous propose, c'est notre cas concret de communication sur toute l'année 2021. On a eu 3 temps forts. Un premier temps fort qui a été destiné à communiquer à l'ensemble de nos collaborateurs sur un webinaire dont la thématique était le handicap tous concernés. Donc l'objectif était là déjà de leur partager notre vision de notre politique handicap, qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait mettre en place pour notre mutuelle qui est nouvelle, hein, sachez-le, voilà, depuis le 1er janvier 2021.
Le deuxième point était de partager aussi les résultats. On les a interpellés à un moment donné sur un questionnaire pour élaborer nos diagnostics qualitatifs. L'idée, c'était aussi de leur partager ces résultats et puis de leur donner un peu de visibilité sur comment nous, on envisageait la communication du handicap au sein de la structure. Et puis, on a aussi ouvert une séquence qui a été fortement appréciée avec une conférence sur l'autisme et justement performance avec la présence de Joseph Chauvalec. Ça, c'était le premier point. Le deuxième temps fort a été plutôt orienté sur le fait de pouvoir incarner finalement notre politique handicap via nos propres collaborateurs. Parce qu'on le sait pertinemment, on aura beau communiquer. Aujourd'hui, ce qui peut parler à vos collaborateurs, ce sont que ça soit finalement d'autres collaborateurs qui évoquent à travers nous des vidéos, des podcasts, leur situation et que chacun puisse s'y reconnaître finalement dans le témoignage de nos collaborateurs. Donc, c'est ce que nous avons réalisé à travers justement ce deuxième temps fort où nous avons diffusé des messages, mais à travers des témoignages, soit de managers qui managent des personnes en situation de handicap, soit des travailleurs handicapés au sein de notre structure, également le témoignage d'un référent handicap. Et puis, on a animé cette deuxième campagne sur ce point-là. Et le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'était la campagne avec le troisième temps fort. Donc, c'est en train de se dérouler cette semaine et ça va se poursuivre sur encore quelques semaines jusqu'en janvier. C'est de proposer finalement des animations, soit en présentiel, soit en distanciel pour s'adapter malheureusement à la crise sanitaire, des ateliers, des mises en situation pour nos collaborateurs. L'idée, c'est de les mettre acteurs finalement et de se rendre compte des situations qu'on peut être amené à vivre au travail. Donc il y a des handicapes qui sont organisés. Il y a également, on a détourné le SAV des émissions sur le SAV de la mission handicap. Donc voilà, il y a un certain nombre d'animations qui sont proposées à nos collaborateurs en ce moment. Également, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil aujourd'hui en ce 18 novembre, puisque c'est aussi la journée du Duo Day. Duo Day, c'est l'occasion d'ouvrir les portes de son entreprise pour créer un duo avec une personne en situation de handicap et puis également un collaborateur volontaire dans votre structure. Donc nous, ça fait la deuxième année que nous participons à cet événement et on n'a que des retours positifs. Donc je ne peux que vous encourager aussi à vous renseigner si vous ne connaissez pas ce dispositif pour y participer les années prochaines. Également, dernier point, on a mis en place en termes de communication, on a justement une rubrique qui est dédiée au handicap, où nous mettons tout ce qu'on vient de se dire, toutes les diffusions, toutes les communications qui existent sur le sujet pour continuer finalement à sensibiliser nos collaborateurs. Et puis depuis peu, on a créé aussi une communauté Yammer. Alors Yammer, c'est un réseau social d'entreprise avec une chaîne dédiée sur le handicap pour continuer également encore de casser finalement ces préjugés et de casser ces tabous. Donc voilà, sur le volet communication, il y a plein de choses chouettes que vous pouvez mettre en place qui ne sont pas forcément coûteuses, qui nécessitent un petit peu de temps d'organisation, d'anticipation, mais qui peuvent être mis en place pour communiquer et sensibiliser vos collaborateurs. Voilà sur cette première partie ce que je pouvais vous dire. Merci Laetitia. On va te laisser respirer 2 minutes avant que tu reprennes la parole. Donc simplement, on va relancer un petit sondage pour savoir si dans vos entreprises, dans vos structures, vous avez une politique handicap. On vous laisse quelques minutes et puis à tout à l'heure. Merci Florian. En effet, ça m'a permis de me poser 5 minutes. Je commenterai les résultats du sondage pareil une fois que les 5 minutes seront passées pour pouvoir nous recueillir les résultats. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive sur la deuxième partie d'une politique handicap qui concerne finalement le recrutement et la marque employeur. Encore une fois, sur ce point-là, il faut pouvoir anticiper finalement les besoins qui pourraient être nécessaires vis-à-vis du recrutement d'une personne en situation de handicap. Nous, on a voulu faire cette partie en 4 justement étapes. La première, c'est la définition du besoin. Il est primordial en amont d'un recrutement de pouvoir rédiger une fiche de poste qui, en effet, au-delà des compétences et des missions qui sont attribuées, finalement de pouvoir lister dans quel environnement ce poste
doit être réalisé, quelles sont les contraintes s'il y en a, pour justement avoir un recrutement très objectif sur les compétences et l'environnement nécessaire pour ce poste et ne pas s'attacher à un trou sur un CV ou autre, mais vraiment de s'attacher aux compétences de la personne. Donc, la rédaction de la fiche de poste est primordiale avec, au-delà des missions, les contraintes s'il y en a et l'environnement de travail. Le deuxième point était la partie voie de recrutement et de sourcing. Il est important de pouvoir créer des partenariats avec les différents acteurs externes du handicap. Je pense notamment à la GFIP, je pense au Cap Emploi, qui fonctionne de façon plutôt locale. Donc voilà, selon le secteur géographique où vous êtes implanté, n'hésitez pas à prendre contact avec eux puisque ce sont des vrais relais en la matière et ils peuvent vous mettre en contact avec des personnes qui recherchent justement un emploi et qui peut être en adéquation avec le profil recherché. Donc la première chose, créer des partenariats, c'est important. Le deuxième point est de pouvoir en effet diffuser aussi vos offres sur des job boards spécialisés. Ça peut être aussi une deuxième piste de réflexion. Et la troisième, c'est de participer à des événements. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec le Duo Day. Avec la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc voilà, c'est participer à ces événements pour finalement multiplier les sources de recrutement sur le volet handicap. Également une source qui nous a une autre source que je peux vous citer, c'est l'alternance. Nous avons ouvert finalement plusieurs postes en alternance avec des personnes en situation de handicap. Grâce à notre branche mutualité. Donc, je peux aussi vous inviter finalement à vous référer à votre branche métier. Nous, c'est la branche mutualité, pour pouvoir vous rapprocher et de savoir s'ils mènent des actions au niveau national sur le handicap et vous pouvez vous appuyer finalement sur ce qu'ils ont mis en place. C'est ce que nous avons réalisé. Notre branche a créé une promotion finalement d'alternants avec une école spécialisée dans l'assurance pour pouvoir finalement préparer un métier de conseiller en assurance par alternance et s'adressement uniquement à des personnes en situation de handicap. Et nous avons répondu par la positive en recrutant des personnes. Donc voilà, ça aussi, ça peut être un volet pour vous, une piste de réflexion, de vous rapprocher de votre branche pour connaître finalement les actions qui pourraient vous aider, vous, en local. Le troisième point est bien entendu la sélection des candidats et des entretiens. Le préalable, bien entendu, c'est de pouvoir former vos recruteurs, qu'ils soient RH et managers, sur justement tout ce volet-là. Quelles sont les questions que je peux poser? Quelles sont les questions que je ne peux pas poser? Et comment derrière, je dois m'enlever finalement aussi ces préjugés, parce qu'on en a tous. Comment je m'enlève ces préjugés sur le volet recrutement pour objectiver finalement la position à l'issue du recrutement. Nous, on a fait le choix de pouvoir former l'intégralité de nos managers. Donc, ça a commencé cette année et ça va se poursuivre jusqu'à fin 2023 pour justement les aider à recruter et à gérer le handicap au sein de leurs équipes. Donc, là aussi, ça peut être une piste de réflexion pour justement former vos managers. Donc, c'est sous format de classe virtuelle, nous, qu'on a choisi avec 6-8 managers pour faciliter finalement l'interaction et les cas pratiques, les cas concrets qu'ils peuvent rencontrer avec l'intervenant qui les forme. Donc voilà, ça peut être une piste de réflexion pour vous. Et le quatrième point, qui est le recrutement, l'accueil et l'intégration, c'est une étape primordiale qu'il ne faut pas finalement squeezer, si je puis dire, supprimer, parce que l'intégration d'un collaborateur est primordiale et c'est qu'à partir de là qu'on pourra dire que le recrutement a été une réussite. Donc pour ce faire, il faut pouvoir définir un process d'intégration spécifique. Si vous avez plusieurs acteurs au niveau RH, c'est de pouvoir se dire, voilà, là, sur le volet recrutement, j'ai connaissance d'une situation de handicap, je vais peut-être prévenir le référent handicap ou l'administration du personnel pour voir ce qu'il est possible de mettre en place pour cette personne-là, bien valider avec elle qu'il n'y a pas d'aménagement de poste ou de choses spécifiques par rapport au handicap qui a été à un moment donné déclaré. Donc ça, c'est important. Et puis également sur des handicaps très visibles où le collaborateur aura communiqué auprès de son collectif, c'est aussi important, son collectif de travail, c'est aussi important de sensibiliser ce collectif-là. Moi, je peux vous citer un exemple. On a une collaboratrice
qui est en situation de déficience auditive, et bien entendu qu'on a sensibilisé et même formé ses collègues, son manager, pour justement dire un merci, un bonjour, un au revoir, des choses simples en langue des signes française. Donc voilà, ça peut être ce genre d'exemple. Et puis, le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'était de nommer un tuteur. Ça peut être aussi une sorte de parrain, de marraine qui peut être là pour aider finalement l'intégration des personnes en situation de handicap, mais ça peut être aussi valable pour d'ailleurs n'importe quel collaborateur. C'est une bonne pratique de façon générale. Le dernier point aussi, c'est sur la collaboration avec le secteur protégé et intégré. Ça peut être un volet, c'est ce que je vous avais mis tout à l'heure, j'avais parlé de recrutement interne et externe, et dans externe, c'était un petit peu ça qu'on voulait mettre en amont. C'était de se dire finalement, vous en tant qu'employeur, vous pouvez sous-traiter également des tâches à des établissements qui font travailler justement des collaborateurs en situation de handicap. Ça peut être sur différentes thématiques, ça peut être sur de la logistique, sur de l'imprimerie, sur des espaces verts. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont réalisées par ces établissements et qui finalement favorisent l'épanouissement et l'insertion sociale de ces personnes-là. Donc je ne peux que vous inciter également à vous rapprocher finalement de ces établissements adaptés, spécialisés pour œuvrer à l'insertion des personnes en situation de handicap. Voilà sur cette partie, peut-être revenir sur le sondage. Florian, tout à l'heure, vous avez parlé, si vous aviez mis en place une politique handicap au sein de votre structure. Nous avons à 42% non, oui 24% et prochainement 34%. Donc, on va espérer que ce qu'on vous délivre aujourd'hui avec Florian puisse vous donner des pistes et envie de mettre une politique handicap pour voilà, on va dire les 2/3 des participants aujourd'hui à cette webconférence. Voilà, Florian, je te laisse poursuivre sur la partie maintien dans l'emploi. Oui, tout à fait. Donc, la partie maintien en emploi. Donc, alors, à savoir qu'un parcours professionnel, une carrière, c'est long. On va découper, on peut découper donc la carrière en 3 temps, hein, j'ai envie de dire. Donc tout à l'heure, Laetitia, tu as bien parlé donc de l'intégration et du recrutement, donc je ne vais pas revenir dessus, mais il est vrai qu'en tout cas, quand on intègre une personne qui a eu un handicap, c'est extrêmement important de mettre en place des aménagements dès le début, très rapidement, si nécessaire, de façon à pérenniser quelque part cette personne en poste. Et donc là, encore une fois, vous pouvez vous appuyer donc sur la médecine du travail, bien entendu, et sur les Cap Emploi et AGFIP. Voilà. Ensuite, pendant une carrière, donc, il se peut que on commence sa carrière, on n'a pas de problématique particulière, et puis petit à petit, la vie fait que et on peut avoir des accidents, une pathologie qui se développe. Voilà, donc l'important, et ça on le sait, c'est des choses qui arrivent et c'est normal, c'est la vie. Donc l'important en entreprise, c'est de trouver vraiment à qui en parler, hein. Alors bien entendu, ça peut être le service RH, mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, c'est le référent handicap qui a cette mission-là. Donc d'où l'importance de mettre en place un référent handicap. Et puis ensuite, à long terme, donc quand on a une personne qui a une reconnaissance de travailleur handicapé avec un aménagement, il est important de suivre son évolution. Et pour cela, donc bien entendu, il y a la médecine du travail avec les visites réglementaires, mais aussi, donc à titre d'exemple, chez Aesio, on a mis en place, donc nous sommes 2 infirmiers de santé au travail, donc on a mis en place ce qu'on appelle des entretiens de suivi handicap, où on propose aux collaborateurs chaque année d'avoir un entretien avec eux pour réévaluer si le matériel est encore voilà, si c'est encore le bon matériel qui est en place, s'il ne faut pas le modifier, le changer, si l'organisation convient, enfin, et ainsi de suite. Voilà. L'important, voilà, c'est de suivre ces personnes-là et dire qu'on est présent pour eux si besoin. Ensuite, le maintien en emploi, donc alors on peut le sectoriser, on peut le découper de cette façon-là. Alors, première chose, effectivement, et c'est de loin une des plus importantes, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est important qu'une personne ne devienne pas handicapée, ne se blesse pas, ne se fatigue pas
sur son poste de travail au sens où on a les moyens ergonomiques, on a les moyens organisationnels pour arriver à réaliser de la prévention. C'est-à-dire que typiquement, dans le milieu tertiaire, il est important d'avoir un fauteuil adapté, il est important d'avoir un écran adapté, il est important voilà, que le poste de travail soit adapté en fait, aux collaborateurs. Ensuite, un employeur, un service RH, un infirmier de santé au travail, a besoin aussi et a tout intérêt d'essayer de détecter en fait les situations qu'on va déterminer aujourd'hui à risque, mais c'est pas forcément les situations en risque. C'est-à-dire que les indicateurs qui sont importants, comme les arrêts de longue durée, comme les arrêts fréquents, comme les accidents, les maladies professionnelles, voilà, ou les déclarations, une personne qui va amener sa reconnaissance travailleur handicapé. En tout cas, c'est un signe. Il va falloir y répondre, il va falloir être là, il va falloir être présent pour pouvoir derrière faire évoluer la situation. Donc, pour faire évoluer la situation, je rappelle donc que la médecine du travail est quand même centrale dans cette organisation. Donc, une fois que l'objectif va être d'amener donc le collaborateur vers le médecin du travail, de façon à ce que lui-même puisse établir derrière une étude ergonomique, une étude organisationnelle, de façon à pouvoir derrière réaliser des préconisations. Donc ces préconisations, en fait, ça va être à l'employeur donc de les mettre en place, à savoir qu'il va être épaulé par les instances comme le Cap Emploi, on en parlait tout à l'heure, comme la GFIP aussi, voilà, dans l'objectif de mettre en lien donc les prestataires externes, de mettre en lien les préconisations nécessaires, et puis aussi réaliser donc le dossier de financement, puisque pour une personne qui a une reconnaissance travailleur handicapé ou une personne qui est en invalidité, par exemple, une entreprise peut avoir un financement qui va de 80 à 100% de son aménagement de poste. Une prise en charge financière voilà, de 80% à 100%. Et donc voilà, derrière, donc, cette mise en œuvre donc, est obligatoire pour maintenir en tout cas le collaborateur le mieux possible et le plus longtemps possible sur son poste de travail. On va passer ensuite aux acteurs donc, du maintien en emploi. Donc, un des plus importants, et ça, Laetitia vous en a parlé tout à l'heure, ça reste le collectif, ça reste l'entreprise, donc en interne, que ce soit la hiérarchie, que ce soit le service RH, que ce soit les instances représentatives, les chefs d'entreprise. C'est une politique qui doit être portée donc, par tous ces gens-là. Et ça veut dire qu'à un moment donné, quand on a un collaborateur qui est en situation de handicap, ben, tout le monde est prêt à répondre et tout le monde est dans l'acceptation de l'aménagement du poste de travail du collègue. On rajoute aussi, donc pour certaines entreprises, les infirmiers de santé au travail et les services de santé au travail autonomes. Les acteurs externes, donc on va retrouver bien entendu le médecin du travail, qui est donc coordinateur de l'équipe pluridisciplinaire autour de la santé au travail. Donc c'est lui qui va préconiser, c'est lui qui va donner ses conseils à l'entreprise pour réaliser des aménagements les plus efficaces possibles. On va avoir donc comme acteurs externes aussi, bien entendu, les ergonomes qui vont étudier les postes de travail, que ce soit d'un point de vue physique, mais aussi organisationnel. Le psychologue du travail qui peut aussi amener son soutien dans ces situations-là. Et puis, donc, je vous en ai parlé, le Cap Emploi, la GFIP, les associations diverses, notamment par exemple comme les institutions des jeunes aveugles qui peuvent nous aider sur les aménagements de postes sensoriels. Voilà donc pour les acteurs qui vont tourner autour du maintien en emploi. Donc nous en avons terminé pour la présentation. Je te laisse reprendre la main, Laetitia. Très bien, merci Florian. Donc en effet, nous arrivons au terme de notre présentation, ce qui va nous laisser finalement un temps d'échange pour répondre à vos questions. On tenait déjà, Florian et moi, à vous remercier pour votre attention. On espère finalement que vous allez pouvoir trouver des pistes de réflexion par rapport à ce qui vous a été présenté. J'ai vu une question de Sabrina qui nous met: occupez-vous votre fonction de référent handicap à temps plein, beaucoup d'actions de qualité mises en place. Donc non, que ce soit Florian ou moi, nous avons d'autres missions en parallèle et référent handicap est une action, enfin une mission supplémentaire par rapport à nos actions. Pour autant, c'est vrai que ça rentre complètement dans notre feuille de route à chacun, puisque, comme vous l'avez compris, Florian est en charge du service prévention santé au travail, que moi, je suis en charge de la qualité de vie au travail. Donc voilà, c'est pas, ça fait partie malgré tout de notre feuille de route, mais nous avons d'autres actions en plus à gérer. Voilà.
Ça, c'était sur la première question. Ensuite, peut-être, Florian, nous avons Sandrine qui nous dit, est-ce que les 10 sont considérés comme, j'imagine, en situation de handicap? J'ai pas la fin, mais je pense que c'est ça. Oui, bien sûr, bah, les 10 sont bien entendu. Après, ça dépend tout du handicap, ça dépend tout aussi de l'impact que va avoir le handicap. Mais bien entendu que typiquement, si on a une personne qui a des problèmes orthographiques, on va essayer typiquement d'aménager son poste de travail, alors peut-être par des correcteurs orthographiques, par des choses comme ça. Enfin, on peut, ça dépend tout aussi de l'impact, encore une fois, du handicap sur la situation de travail. Alors, il faut vraiment faire le lien entre handicap. Alors, le handicap, c'est une chose, mais la situation, c'en est une autre. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que l'important, c'est pas de catégoriser, j'ai envie de dire, un handicap ou un autre, c'est quelles répercussions sur la situation de travail. Je peux prendre la main peut-être pour suivre encore sur d'autres questions. Je vois une qui est intéressante, c'est comment fait-on une demande RQTH? Alors effectivement, hein, ça c'est Anaïs qui nous demande ça. Donc comment est-ce qu'on fait une demande RQTH? Donc c'est très simple. Alors la demande RQTH, en fait, il est bien d'en parler avec le médecin du travail qui va vous expliquer le fonctionnement de la RQTH, puisque la RQTH, en fait, a nombreux points positifs. Et donc, un des points positifs pour le collaborateur, ça va être notamment la réalisation de l'aménagement du poste de travail, puisque à partir du moment qu'une personne a une RQTH, il est possible de la mettre en lien donc, avec le Cap Emploi. Et le Cap Emploi, ce sont vraiment des professionnels du handicap qui vont aller évaluer, qui vont aller mettre en lien tous les acteurs de façon à pouvoir réaliser cet aménagement de poste. Donc, je reviens sur comment est-ce qu'on fait une demande RQTH. Donc la demande RQTH, en fait, elle est faite au niveau de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. C'est une démarche qui est privée. C'est pas à l'entreprise de faire cette démarche-là, hein, bien entendu. L'entreprise peut aider en amenant, parce que c'est simple, hein, le dossier est à télécharger, donc c'est assez simple. Donc mais il n'empêche que c'est une démarche qui est privée. Alors, simplement, à titre d'exemple, nous, chez Aesio, on alloue du temps pour les personnes qui ont cette démarche à faire. On alloue jusqu'à 8 demi-journées donc, pour pouvoir réaliser. Alors, 8 demi-journées, c'est beaucoup, hein, parce qu'il faut beaucoup moins que ça pour faire une reconnaissance travailleur handicapé. Mais néanmoins, il faut donc remplir un dossier, il faut prendre rendez-vous avec votre médecin traitant, voilà, peut-être avec le médecin du travail aussi. Donc, ça peut prendre du temps. Donc, voilà, Aesio délivre donc du temps pour ça. Et puis, ce temps-là aussi est réparti. À partir du moment que la personne a la reconnaissance travailleur handicapé, tous les ans, la personne a droit à 8 demi-journées pour pouvoir faire des examens qui sont liés au handicap, voilà, ou des rendez-vous qui sont liés à ce handicap. Très bien. Merci Florian. J'ai également le témoignage de Cécile par rapport à la situation de son fils. Moi, je peux que vous encourager justement à prendre contact avec nous et à nous diffuser finalement la candidature. En effet, ce ne sont pas que des actions de communication. Pourquoi? Je peux vous donner par exemple un exemple. C'est que le duodé de l'année dernière, il a été fait en distanciel. Nous avons justement sur le secteur de Bordeaux finalement en plus recruté, enfin intégrer une personne dans le cadre d'un duodé. Et puis finalement, aujourd'hui, il est en CDI chez nous en tant que conseiller clientèle. Donc voilà, ce sont des éléments, des illustrations, si je puis dire, concrètes, qu'aujourd'hui, ce ne sont pas que des actions de communication, qu'aujourd'hui, vraiment, on favorise l'insertion des personnes en situation de handicap et le maintien de nos collaborateurs. Et donc, en effet, je peux que vous inciter à nous écrire pour voir si, en effet, bon, en fonction des besoins que nous avons sur cette région, s'il y a possibilité, en effet, de pouvoir répondre positivement à la candidature. Également, il y a Laurence. Oui, pardon, Florian. Non, vas-y, continue. Je prendrai la question d'Oriane après. D'accord, super. Il y avait Laurence qui nous demandait si on mettait en relation avec le Cap Emploi. Non, les Cap Emploi sont vraiment, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, très localisés. Donc, en fonction de la zone géographique où vous êtes, vous pouvez regarder sur Internet Cap Emploi et puis regarder le Cap Emploi qui vous correspond pour pouvoir prendre contact directement avec eux. Également, l'AGFIP peut vous aider. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre directement contact avec eux.
Alors, je ne sais pas, peut-être que, enfin, alors, je n'ai peut-être pas compris moi, la question de Laurence. Effectivement, si on met en relation avec Cap Emploi, nous, en tout cas en santé au travail, nous sommes en relation avec les Cap Emploi pour les aménagements de poste. Alors, je ne sais pas, c'est vrai qu'on peut interpréter la question différemment, mais nous sommes en lien avec les Cap Emploi pour les aménagements de poste. Alors oui, et, enfin, de notre côté, nous, on met en lien avec le Cap Emploi les salariés, les collaborateurs. Ou alors les médecins du travail peuvent mettre aussi en lien directement Cap Emploi avec les collaborateurs. Après, donc, il y avait la question d'Oriane sur le secret médical, professionnel du référent handicap. Alors, bien entendu, hein, quand un collaborateur vous fait confiance en termes de référent handicap, il est nécessaire de ne pas en parler. Voilà, alors parfois c'est difficile hein, puisque on a besoin, en tout cas les collègues ont besoin d'en savoir un peu plus sur le handicap des fois pour avancer. Il n'empêche que c'est quelque chose qui est extrêmement privé. Ce sont des données qui sont complètement confidentielles. Donc, à vous de les garder, ces données-là, et d'essayer de... Alors, soit l'intérêt, ça va être aussi d'amener le collaborateur, donc le collaborateur, à lui-même parler de sa problématique, mais ça, j'ai envie de dire, c'est des choses qui vont évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous, enfin, les personnes n'ont pas toutes la même maturité face à leur pathologie, face à leur handicap. Et du coup, pour certains, ça va être plus facile d'en parler, pour d'autres, non. Donc, à partir du moment que quelqu'un ne veut pas en parler, vous pouvez garder l'information pour vous. À ce moment-là, il n'y a peut-être rien à faire pour le moment, parce que c'est pas le moment. Mais en tout cas, gardez l'information pour vous et gardez cette confidentialité. On peut peut-être prendre une dernière question avant de clôturer notre web conférence. Et à ce moment-là, ça pourrait répondre à Jean-Christophe, et je n'ai pas le prénom malheureusement de l'autre question. C'était de se dire finalement, comment connaître finalement les réductions sociales quand une entreprise bénéficie, enfin, emploie une personne en situation de handicap, ou quelles sont les obligations pour une PME de moins de 10 personnes. Là-dessus, moi, je peux que vous encourager parce que le temps va nous être compté, et c'est un sujet voilà, qui va nécessiter plus de temps sur le calcul finalement de toute la partie obligation et réduction. Donc, à vous rapprocher, j'insiste, au niveau de l'AGFIP. Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, ils sont là en support. Et justement, ça sera peut-être l'occasion de mettre en place un diagnostic action, même si c'est une petite structure, de savoir finalement quels sont les leviers que vous pouvez actionner vis-à-vis de votre structure. Donc voilà, du coup, ce que je peux évoquer sur cette dernière question. Il est 11h46. Florian, je te propose qu'on clôture la présentation. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. Des questions, il y en a beaucoup. Et effectivement, comme tu dis, j'espère qu'en tout cas, on aura induit chez vous voilà, cette envie de faire avancer votre politique handicap. Et encore une fois, retournez-vous vers vos médecines du travail, qui sont vos correspondants, vers vos Cap Emploi, vers la GFIP, de façon à ce qu'ils puissent vous aider sur des situations de maintien en emploi. Très bien. Ben, merci Florian. Merci à vous pour votre participation. Et puis, vous allez recevoir un mail avec le support de présentation, et puis également la foire aux questions avec les réponses qui sont apportées également aux questions qui ont été posées. Donc voilà, merci à vous, et puis à bientôt pour 2022. Nous serons également présents à travers un planning de webconférences tout au long de l'année 2022, et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci. Au revoir.